This is Styrian Radio, the family radio, streaming live from Gaithersburg, Maryland, 24/7. Join the family. Bringing you the latest news, the Word of God, good music, talk shows, and news from the world of sports. We are Styrian Radio, Gaithersburg, Maryland. Bonsoir très chers amis auditeurs, merci de nous recevoir de par le monde, de par les États-Unis, la France, l'Afrique. Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Hussein Ibrahim Houmed qui nous vient de Djibouti. Bonjour monsieur Ibrahim et bienvenue dans le compte à rebours. Bonjour madame Farida. Oui, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre chaîne pour nous parler de la politique de votre pays. Mais avant que nous ne débutons, j'aimerais bien faire un petit briefing sur votre pays, histoire de laisser nos auditeurs s'imprégner dans l'histoire et la politique du Djibouti. Et donc voilà, le Djibouti était une ancienne colonie française. C'est un pays de 800 000 habitants, un peu plus de 800 000 habitants. 23 200 km². Elle est entourée par l'Éthiopie, la Somalie et le Yémen, colonisée par la France, comme je l'avais dit plus tôt. Elle était connue sous le nom des côtes françaises des Somalies et deviendra en 1967 le territoire des Afars et des Issa. En 1977, suite à un référendum au cours duquel plus de 98% du peuple a voté contre la colonisation française, elle obtiendra son indépendance et prendra le nom de République de Djibouti, avec pour capitale Djibouti. Les deux grands groupes ethniques qui habitent le Djibouti sont les Afars et les Somalis, connus aussi sous le nom des Issa, et les langues officielles qui sont parlées sont le français et l'arabe. La religion dominante au Djibouti est l'islam, et elle est pratiquée par 94% de la population. L'agriculture au Djibouti est très faible, seulement 3% de son produit national brut. Elle repose quasi entièrement sur ses voisins, à savoir l'Éthiopie et la Somalie pour ses produits agricoles et quasi entièrement sur la France pour les produits manufacturés. Le pays est très riche en ressources minières telles que l'or, le gaz naturel, le cuivre, le zinc, le fer, l'aluminium, et elle est aussi un principal producteur et exportateur du sel. Depuis son indépendance en 1977, Djibouti n'a connu que deux présidents, à savoir Hassan Gouled Aptidon, qui régna de 1977 à 1999. En 1981, Hassan Gouled Aptidon instaure un système politique dominé par un parti unique en déclarant que son porte-parti, le Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, était le seul parti légal. Selon l'opposition, il aurait alors pratiqué une politique tribale en faveur de son clan et en particulier visant à exclure les Djiboutiens identifiés comme Afars. La politique de la torture par les forces de l'ordre sur les opposants est également dénoncée. Après le début de la guerre civile en 1991, il autorise la tenue des élections libres en 1992. Seuls 4 partis eurent le droit de se présenter et le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, FRUD, à l'origine des affrontements armés, en est exclu. Le RPP obtiendra 72% des votes selon Hassan Gouled et il sera réélu pour un 4e mandat en 1993. Il quittera son poste en 1999 à l'âge officiel de 83 ans, après plus de 22 ans au pouvoir. Ismail Omar Guelleh, son neveu et chef de cabinet, lui succède en remportant l'élection présidentielle en 1999. Ismail Omar Guelleh, président depuis 1999, arrivera au pouvoir sans une grande désapprobation de la communauté internationale, en particulier celle de la France. À partir de 2004, l'implication d'Ismail Omar Guelleh dans l'affaire Borrell complique les relations avec la France. En effet, Elisabeth Borrell, veuve de juge mort à Djibouti, alors accuse le président djiboutien d'être l'un des commanditaires de l'assassinat de son mari en 1995. En 2010, il fait changer la constitution pour briguer un 3e mandat, chose qu'il réussira en 2011. Cette même année, le printemps arabe s'est plus ou moins propagé au Djibouti, où des milliers de citoyens djiboutiens ont réclamé le départ du président Omar Ismail Guelleh, mais la révolution n'ira pas au bout. Bienvenue encore une fois dans le compte à rebours. Bonjour à tous et à tous et merci d'être là, monsieur Ibrahim Houmed. Nous espérons qu'au cours de cette émission, nous réussirons à avoir des éclaircies sur la politique de votre pays. Mais avant de continuer, je voudrais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme complément ou supplément à ma description de votre pays?
Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez... Ah, excusez-moi, je demandais qu'est-ce que vous avez à ajouter comme complément, ou plutôt supplément, à la description que je viens de faire de votre pays. Écoutez, c'est une description qui est honnête, qui est sincère, donc il y a beaucoup de choses à rajouter, mais bon, je pourrais donc intervenir au moment où vous allez me poser des questions bien ciblées. Pour le moment, effectivement, c'est bon, l'huître n'explique pas la perle, et puis je pense que des fois, la concision est une vertu. Je vois. Donc, merci. Et donc, après. alors, nous allons attaquer le vif du sujet, la raison principale pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Mais avant de faire cela, je voudrais un tout petit peu faire votre biographie à nos auditeurs. Monsieur Oumed, vous êtes philosophe, diplômé de l'Université de Paris 4, Sorbonne, professeur de philosophie des lycées et à l'Université Paul Verlaine. Et vous êtes également militant dans le Parti socialiste. Vous vous présenterez aux élections municipales prochaines à Rennes. C'est ça? Tout à fait. Merci. Alors, Monsieur Oumed, la principale raison de notre émission aujourd'hui, c'est de lever le voile sur la plainte que vous avez déposée tout récemment contre le président djiboutien, Omar Guelleh, dans laquelle vous l'accusez de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide contre les populations afars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette plainte, s'il vous plaît? Oui, écoutez, j'ai porté plainte parce que je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on dépasse effectivement les limites du raisonnable, il faut dire stop. Moi, je ne pouvais pas laisser faire. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Et récemment, il y a un de mes collègues professeurs, effectivement, des Français, qui est mort sous la torture. Je peux également citer une date quand même très importante, à savoir que le 30 décembre 2012, les militaires djiboutiens, sous ordre d'un ministre délinquant, qui est actuellement, effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, c'est très malheureux, qui n'est ministre que par le nom, parce que, bon, en même temps, j'ai pèse effectivement mes mots, a donné l'ordre à des militaires djiboutiens, l'ordre émanant, bien sûr, en même temps du président de la République, de tirer sur des collégiens afars dans la ville d'Obok. Ce qui fait que on a eu un bilan dramatique, il y a eu un bébé a été tué, une femme de 77 ans, ainsi qu'un jeune collégien. Sans parler effectivement des nombres de disparus, des blessés et des familles assez souvent traumatisées. Cela nous renvoie donc à un problème qui est très fondamental, c'est que le régime de Guelleh est un régime liberticide. Il tue effectivement les libertés, il n'y a pas de presse, il n'y a pas vraiment d'élections honnêtes et transparentes. L'Union européenne avait donc réclamé le résultat, elle ne les a jamais obtenus. On a tiré sur des personnes qui n'étaient pas armées. On emprisonne en masse, j'estime aujourd'hui, entre 5 000 à 6 000 personnes, effectivement, le nombre des Djiboutiens qui sont en prison. Et chaque fois que la communauté internationale envoie des enquêteurs et tout ça, le régime s'arrange pour maquiller, pour essayer de masquer la réalité. Et donc, le premier terme, effectivement, que je pourrais caractériser le régime de Djibouti, c'est un régime liberticide, mais ensuite, effectivement, c'est un régime mémoricide. C'est-à-dire que depuis 1977, Ismaël Omar Guelleh a systématiquement organisé les massacres, effectivement, des Afars, tant dans le nord qu'au sud, effectivement, de Djibouti. Et très souvent, il a toujours essayé de reconsidérer tout cela comme étant des faits divers qui ne méritent pas l'ouverture d'une enquête. Sans vouloir vraiment vous couper, certains des crimes que vous lui reprochez au président Guelleh remontent aussitôt que les années 70. Dites-nous à l'époque quel poste occupait ce dernier qui lui aurait valu... Il était le chef de cabinet du président de la République, mais bon, d'aucuns ignorent effectivement qu'il avait la main
sur la sécurité intérieure ainsi que sur la sécurité extérieure. Il essaie de commanditer effectivement les assassinats de ses opposants, mais surtout il a essayé de programmer un ethnocide dans le sens où il a fait en sorte effectivement de mettre les Afars dans un régime de couvre-feu et d'occupation politique. Il les a chassés de leurs terres et puis à chaque fois effectivement il les tue. Le summum de cette barbarie organisée, cette barbarie à visage mais vraiment inhumaine, ça a été le massacre d'Ariba en plein cœur de Djibouti. Et donc heureusement effectivement que ce massacre a été stoppé par les survols d'un hélicoptère français sur les lieux du massacre. Voilà, donc aujourd'hui on estime à peu près à 6000 le nombre d'Afars qu'il a donc, on va dire, assassiné. Je vois. Voilà. Donc on parle effectivement d'ethnocide, dites-nous, monsieur Oumed. Il refuse effectivement de les considérer comme étant des êtres humains. D'accord. Et ça, effectivement, je ne peux plus laisser faire, on ne peut plus accepter parce que à partir du moment où on s'en prend à des femmes, à des enfants, parce qu'on ne peut même pas essayer de parler effectivement des viols qu'il organise. Et en décembre, effectivement, 93, dans la ville d'Obok, dans une ville quasiment désertée, Ismaël Omar a donné l'ordre à ses milices de s'en prendre à une femme âgée, très âgée, aliénée mentale, mère de 9 enfants, d'accord? Elle a été violée, et pire encore, elle a été aspergée d'essence, elle a été brûlée vive. Ça a été le summum de la barbarie, quoi. Bon, j'aimerais savoir, je pense que nos éditeurs également, qu'est-ce qui explique cet acharnement que vous décrivez de la part du président Guelleh contre le peuple afar? Qu'est-ce qui oppose les Afars à ce groupe ethnique? En fait, je pense que c'est très simple. C'est qu'à partir du moment où Djibouti a accédé à l'indépendance, on est passé de l'État-nation à l'État tribal. C'est-à-dire que tant à Saint-Goulette qu'Ismaël Omar Guelleh ont mis en place un canevas d'axiomes fascisants et anachroniques qui se résume en fait à l'affirmation échevelée des valeurs tribales. C'est-à-dire qu'on a bien voulu qu'à un moment donné, une tribu, effectivement, par la soif de conserver le pouvoir, a voulu écarter effectivement les autres tribus. Et comme les Afars occupent 20 000 km² sur les 23 000, il fallait se débarrasser d'eux. Donc les Afars sont devenus l'ennemi public numéro 1. Il les a montés contre les Issa, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis le mieux à vous en rendre compte, parce que j'ai une mère qui est Issa et un père effectivement qui est Afar. Donc il a fait en sorte que Afar et Issa effectivement se battent entre eux. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui il est en train de torturer, d'assassiner les Issa qu'il était censé protéger, ou auquel effectivement du moins il avait essayé de promettre une certaine forme de protection. Et ça c'est inadmissible, ça je ne peux pas l'admettre. Ceci a commencé bien avant que le président Guelleh ne prenne le pouvoir, quand son oncle était encore président. Mais dites-nous en fait, ne pensez-vous pas que cette division, bien ce tribalisme ait un rapport avec la colonisation française, ait un rapport avec le fait que originellement la France eut appelé le territoire eut appelé Djibouti le territoire de Somalie qui sont les Issa en quelque sorte, et donner plus de pouvoir aux Somalis qu'aux Afars. Ben écoutez, je ne peux pas ignorer un fait, et d'ailleurs effectivement ça porte sur l'objet de ma thèse de philosophie politique que je suis en train de soutenir à l'université de Tarikat. Donc je travaille sur le problème de la polyethnicité et de l'État en Afrique. Pourquoi en Afrique, à chaque fois qu'il y a des rivalités, tout cela effectivement se transmet en rivalité donc ethnique, c'est carrément la principale problématique. On sait effectivement que les tribus ont toujours donc existé, mais que le tribalisme effectivement c'est un fait colonial qui a été accentué
par effectivement le régime liberticide d'Ismaël Omar Guelleh et d'Hassan Gouled Abtidon. Mais sauf que, à l'époque, effectivement, des Français, c'était quelque chose qu'on utilisait, on va dire, pour des raisons, on va dire, immédiates, provisoires, tout, mais le conflit n'avait jamais atteint un point où il fallait programmer une espèce d'ethnocide, quoi. Alors qu'avec le régime, effectivement, d'Ismaël Omar Guelleh, c'est l'ethnocide. Et ça ne justifie pas. Voilà. La France avait fait ça pour mieux régner, mais Ismaël Omar Guelleh fait ça quand même dans le but, effectivement, de le rayer de la carte. Et il ne faudrait pas qu'on oublie une chose, c'est que les Afars ont même été, à un moment donné, dans les années 1990, considérés par Hassan Gouled comme étant les Juifs de la Corne d'Afrique, ce qui ne l'a pas empêché d'aller se mettre en rapport avec Saddam Hussein et de solliciter des armes chimiques. Et effectivement, il y a un bon nombre d'articles à la fois au Yémen et en France, effectivement, qui ont fait état de ça. Donc à partir du moment où on vise, ou à partir du moment où on essaye de s'en prendre à une ethnie et qu'on les considère effectivement comme des boucs émissaires, il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Voilà. Et donc il est important que nos chefs d'État africains comprennent qu'il y a des limites dans les violations des droits de l'homme commises à l'encontre effectivement de ces ethnies, et à plus forte raison les atrocités commises contre effectivement les Afars. Et n'oubliez pas que lorsqu'on crée des boucs émissaires dans une société, cela crée des haines et des rivalités. Cela met en danger l'unité nationale. Voilà. Et souvent, c'est la communauté du chef de l'État qui va très malheureusement essayer de justifier ces atrocités. À Djibouti, ces crimes ont duré 36 ans et je pense qu'il est temps de dire stop, quoi. Voilà. Vous avez déposé une plainte contre le président Guelleh à la Cour pénale internationale. Vous venez de mentionner l'Afrique. L'une de mes préoccupations, c'est d'autres personnes également, est le pourquoi déposer cette plainte à la Cour pénale internationale plutôt qu'à la Cour africaine des droits de l'homme et des droits des peuples. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il serait préférable ou bien pour le nord de l'Afrique, de faire juger, traduire en justice les dirigeants africains ayant commis des crimes contre les peuples africains sur le territoire africain. Et donc nous avons une cour pénale en Afrique. Très bonne question. C'est vraiment excellent. Ben, écoutez, mon souhait, mon vœu, effectivement, le plus cher, est que ces chefs d'État africains, en particulier M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, qui n'est que président que de nom, président autoproclamé, mon souhait est que ces chefs d'État africains responsables de crimes et parfois de génocides contre une partie de leurs concitoyens soient traduits devant la justice, naturellement, de leur pays. Oui. Et aujourd'hui, ce scénario idéal n'est pas possible parce que les tribunaux dépendent des pouvoirs politiques. Dans aucun pays africain, encore moins à Djibouti, le principe de séparation du pouvoir n'est respecté. C'est la raison pour laquelle la seule chose, effectivement, qui me restait, c'était la Cour pénale internationale. Mais je ne parlais pas d'une cour, je ne parlais pas d'une cour universelle. Je ne parlais pas d'une cour nationale africaine, mais de la Cour africaine des droits de l'homme et des droits des peuples, qui est d'une cour de l'Union africaine, en fait. Il y a d'autres pays qui ont déjà, d'autres peuples qui ont déjà déposé des plaintes là-bas et qui ont eu gain de cause, mais il me semble que les Africains font souvent plus recours à la Cour pénale internationale du fait qu'ils n'ont pas confiance en leur système judiciaire. Mais aussi, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que la Cour pénale internationale, elle, soit plus libre, elle soit moins politisée? Parce que nous voyons dans plusieurs cas que les dirigeants africains, qui pour la plupart du temps étaient traduits à la Cour pénale internationale, sont ceux qui, à un moment donné, ne s'alignent plus sur la ligne politique des dirigeants occidentaux. Ce qui étant, si vous n'avez pas vraiment un appui colossal des puissances occidentales, comme cela paraît être le cas, ces dirigeants demeurent au pouvoir, parce que nous avons des dirigeants qui ont commis des crimes atroces, qui sont toujours au pouvoir jusqu'aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils semblent qu'ils ont une très bonne relation avec les pays occidentaux. Donc pensez-vous que vous pouvez avoir gain de cause s'il n'y a pas un soutien
occidentale à la Cour pénale internationale? Écoutez, tout ce que vous dites est vrai, est sans doute effectivement vrai, mais entre effectivement agir et ne pas agir, je pense qu'il y a un écart, un fossé, voire même un abîme infranchissable. Je vois. Donc, j'ai déposé plainte à la Cour pénale internationale et je sais que tôt ou tard, comme le disait Václav Havel, la vérité et l'amour triompheront du mensonge et de la haine. Si vous avez la possibilité... Ismaël Omar Guelleh est protégé par son statut de chef d'État. Il faut savoir effectivement que tôt ou tard il va être traduit parce qu'il y a déjà, on va dire, un fait sans précédent qui est la mort du juge Borrell. Il a ça déjà dans son dos et tôt ou tard effectivement, les crimes étant imprescriptibles, à partir du moment où il commence quand même à avoir des soucis avec la France, je pense que tôt ou tard effectivement les Français pourront le lâcher. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez... avec la mafia en place. D'accord, mais dites-nous, vous pensez que le meurtre du juge français est plus de poids que celui des milliers de citoyens djiboutiens qui furent assassinés? Et si vous avez l'opportunité, la possibilité de déposer une plainte à la Cour africaine de justice, est-ce que vous le feriez? Oui, écoutez, je le ferai à partir du moment où j'obtiens toutes les garanties possibles et imaginables que derrière, effectivement, il n'y aurait pas de pression de la République, effectivement, de Djibouti. Là, si je déposais plainte auprès de la Cour pénale internationale, c'est parce que je l'avais déjà fait, effectivement, à propos de l'Érythrée, où 25 jeunes marins afars ont été sauvagement assassinés dans le zoo international. Et comme la Cour pénale internationale avait récemment accusé réception de ma demande et que les chances effectivement qu'il y ait des suites contre le président Assayas Afwerki est très élevée, j'ai naturellement saisi effectivement la Cour pénale à propos de Djibouti parce que c'est pas que je n'ai pas confiance en la justice donc africaine. Et il y a quand même effectivement avec Ismaël Omar Guelleh tout un lobby mafieux qui peuvent effectivement faire en sorte que cette plainte ne puisse pas aboutir. Mais pensez-vous que la Cour pénale internationale, elle ne puisse être influencée par les dirigeants africains? Parce que quand nous prenons le cas du Kenya, par exemple, avec le président actuel Kenya, Uhuru Kenyatta, ce dernier a réussi plus ou moins à mobiliser les autres dirigeants africains derrière lui contre sa comparution à la Cour pénale internationale. Donc le président Guelleh peut faire la même chose également avec la Cour pénale internationale. Donc pensez-vous que vous avez plus de garanties avec la Cour pénale internationale qu'avec la Cour africaine de justice? Moi je pense effectivement que j'ai plus effectivement de chances avec une Cour pénale internationale qui a vocation universelle, d'accord? Parce que tôt ou tard effectivement le crime en tant que tel, on le paye. Donc, par ailleurs, on a eu un très bon exemple avec Charles Taylor. Donc, on a eu quand même d'autres exemples avec tous ces chefs d'État africains qui essayent plus ou moins de se soustraire à la justice. Et je suis sûr que tôt ou tard, Ismaël Omar Guelleh va se retrouver derrière les barreaux, quoi. Alors pourquoi ne pas, je suis désolée de revenir encore dessus plusieurs fois, mais pourquoi ne pas donc espérer également que tôt ou tard il soit jugé en Afrique, notamment au Djibouti ou à Djibouti, il ne peut pas être jugé parce que les tribunaux dépendent des pouvoirs politiques. Non, quand je dis tôt ou tard, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. D'accord. Le Omar Guelleh a mis en place un système patrimonialiste. Voilà, il gère effectivement l'État comme étant sa propre maison. Mais en vous entendant parler, Monsieur Oumed, on a l'impression que la situation politique actuelle
du Djibouti restera la même éternellement et que vous n'espérez pas vraiment qu'il y ait un changement qui puisse faire conduire Monsieur Oumed à je ne sais pas, à payer pour ses crimes, parce que nous avons vu un soulèvement populaire des Djibouti en 2011 qui, dans la fièvre du printemps arabe... j'y crois beaucoup, hein. Ben, écoutez, j'y crois beaucoup, okay. Même si je sais que jusqu'à présent, les Djiboutiens n'avaient pas droit à la parole, parce que le régime djiboutien, c'est un régime de la force, c'est un régime de la répression, c'est un régime de la violence, c'est un régime de la barbarie. Djibouti est une image derrière laquelle se cache effectivement la grande misère, le chômage. Imaginez, il y a 97% des Djiboutiens au chômage. On tente absolument de démasquer tout ça. Les étrangers, effectivement, le savent. On a un système qui dit il faut se taire, sauf qu'aujourd'hui on arrive à un stade où effectivement les Djiboutiens n'en peuvent plus. Je crois naturellement qu'il y aura le changement. Donc, il essaye de pouvoir étouffer toute opposition dans l'œuf, mais je pense qu'aujourd'hui, il est quand même un tout petit peu dépassé et qu'il ne peut pas. Donc, il bénéficie pour le moment des soutiens, on va dire, d'un certain nombre des régimes, à cause effectivement de la position géostratégique ou plutôt géopolitique de Djibouti. Donc, il faut savoir quand même une chose, c'est que si Djibouti n'avait pas un si grand intérêt, Ismaël Omar Guelleh n'allait pas rester. Et j'ajoute à ceci que lorsqu'on va à son encontre, on prend de risques. Je suis tout à fait très conscient des risques que je prends, mais aujourd'hui, je n'accepte pas, comme les autres Djiboutiens, comme l'opposition, comme l'USN, le chantage. Alors, mon autre question, Monsieur Oumed, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que présentement, vous êtes très actif politiquement en France. Vous êtes candidat à des prochaines élections municipales au compte du Parti socialiste. Pensez-vous qu'à ce moment-ci, vous engagez dans la politique du Djibouti et en même temps celle de la France ne pose pas un petit conflit d'intérêts ? Pourquoi avoir choisi ce moment-ci où vous êtes politiquement actif en France, en politique française, pour lancer plus ou moins une bombe comme celle-ci, une plainte contre le président? Moi, si je me suis engagée en politique, c'est pas pour faire une politique politicienne. D'accord. Et puis, je pense effectivement qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ici, en tant que Français, je me suis engagé effectivement dans une démarche tout à fait citoyenne, donc je me suis présenté à l'investiture du Parti socialiste pour être effectivement le maire de Rennes, alors qu'au niveau de Djibouti, je n'ai pas, on va dire, d'ambition politique. Je fais ça parce que c'est un devoir de mémoire. Donc c'est très important. C'est pas que je m'intéresse, on va dire, c'est pas que j'ai des ambitions pour être un jour président de la République de Djibouti, mais j'ai fait ça pour effectivement que le monde entier apprenne effectivement qu'à Djibouti, il y a quand même des massacres, il y a des génocides, il y a un ethnocide. Pourquoi je le fais donc aujourd'hui? Parce que tout simplement avant j'étais dans une espèce de précarité à la fois administrative et donc juste économique, et je ne pouvais pas m'attaquer à ce genre de problèmes. Aujourd'hui que ma situation est stabilisée, il faudrait quand même que je pense à mon peuple, il ne faudrait pas que je sois égoïste, il ne faudrait pas que je sois pris uniquement dans des histoires d'élections et d'intérêts partisans. Il faudrait aussi que je pense à ces Djiboutiens qui souffrent, à ces Djiboutiens qu'on traumatise, à ces Djiboutiens qu'on tue. Et là-dessus, je pourrais vous renvoyer à un excellent article d'Abdourahman Ouaberi, l'écrivain djiboutien, d'accord, un excellent article intitulé Djibouti, silence, on tue. Djibouti, voilà, silence, on tue. D'un côté, on a le grand luxe, et de l'autre, il y a 97% des Djiboutiens qui vivent dans l'extrême misère. D'accord, voilà. Merci Monsieur Oumed, merci beaucoup. Nous allons prendre, sans vouloir vous couper, nous allons devoir prendre une petite pause. Nous allons devoir prendre une petite pause musicale. Nous y reviendrons
Djibouti, silence on tue. Chers auditeurs, retenez cela. Dans la deuxième partie de l'émission, quand nous reviendrons, nous pourrons vous ouvrir nos micros. Vous pouvez nous appeler au cas où vous souhaiteriez participer à l'émission si vous avez des questions pour Monsieur Ibrahim Mohamed. Et donc, vous pouvez nous joindre sur le 240 813 49 96. Et pour ceux qui vivent en dehors des États-Unis, eh bien, le code, c'est le 001. Ça fait donc 001 240 813 49 96. Nous y reviendrons. Djibouti, silence on tue. C'était avec Monsieur Ibrahim Mohamed. À tout à l'heure. Merci. Très chers auditeurs, nous sommes de retour. Nous espérons que vous avez apprécié la musique. Nous avons des auditeurs en ligne qui voudraient poser des questions à Monsieur Ibrahim Mohamed du Djibouti. D'abord, nous avons Monsieur Abdi qui nous appelle de la France, je crois. Monsieur Abdi, vous avez la parole. Vous posez votre question à notre cher invité. Allô? Allô, oui. Oui, Monsieur Abdi, vous êtes là? Ben, je pense que nous l'avons perdu. Ben, alors, nous allons nous tourner vers Monsieur Humbadi, Monsieur Boris Humbadi, qui nous a également appelé, qui a des questions pour notre invité. Bonsoir, Monsieur Humbadi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, et chez vous? Très bien, merci de nous avoir appelés. Vous avez la parole. Oui, j'ai juste une question pour monsieur. Qu'est-ce que monsieur pense des bases militaires que les Occidentaux sont en train d'installer au Djibouti? Je pense que le tout n'est pas de critiquer M. Guillet que tous nous condamnons, mais qu'en est-il des bases militaires? Parce que ces grandes puissances installent des bases militaires, mais dans le même temps encore on le régime en place. Qu'est-ce que M. Guillet pense réellement de ces bases militaires? Et je crois que c'est les bases militaires qui sont sur... Pouvez-vous parler un peu plus fort, Monsieur Humbadi, parce que nous avons du mal à vous recevoir très bien. Moi, je l'entends pas bien. Oui, oui, c'est cela. Ma question, je reprends juste, je disais pourquoi M. Gill et monsieur ne critique pas les bases militaires qui sont installées en France, qui sont installées au Djibouti par les puissances occidentales. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces bases militaires? Parce que c'est l'origine, la brutalité du régime du président Guélé est à l'origine de l'installation de ces bases militaires. Qu'est-ce qu'ils pensent en fait? Le problème, ce n'est pas d'abord de critiquer les bases militaires, c'est de critiquer le régime en place. Parce que bon, je pense que votre question est aussi bien une question qu'une opinion. Vous devriez savoir qu'est-ce qu'ils pensent des bases militaires étrangères installées au Djibouti, qui, selon vous, sont les raisons pour lesquelles Monsieur Guélé serait aussi arrogant vis-à-vis de son peuple. Alors, Monsieur Humed, qu'est-ce que vous avez à dire, à répondre à notre cher auditeur par rapport à cela? Ben, écoutez, sur les bases militaires, ça n'arrange qu'Ismaël Omar Guelleh, en ce sens que la base militaire française lui rapporte 30 millions d'euros, la base militaire américaine, ça lui rapporte 30 millions de dollars, et le peuple djiboutien n'a jamais vu la couleur de cet argent. Donc, il est vrai que, bon, après, effectivement, les Djiboutiens, en tant que tels, sont à la fois victimes et otages, effectivement, de la politique imposée par Ismaël Omar Guelleh. Ils n'ont pas droit au chapitre. Plus on est docile, plus on est analphabète, plus on a des chances de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, sur ce truc-là, je ne pense pas que, effectivement, les Djiboutiens aient à dire absolument quelque chose. Voilà, donc il a mis en place tout un système de lobby mafieux qui fasse en sorte, effectivement, que ces bases, effectivement, militaires, l'en profitent. Et donc, ensuite, il ne peut pas accepter qu'on aille à son encontre. Et c'est la raison pour laquelle Djibouti est devenu un sommet qui nie... À Djibouti, il y a un sommet qui nie le droit, il y a une base qui ne connaît pas ses droits, et la classe intellectuelle soit se résigne, soit prend le chemin de l'exil. J'en fais partie de ceux qui ont pris le chemin de l'exil, parce que, très malheureusement, lorsqu'on ouvre effectivement sa gueule, on n'a que des soucis ou quoi. Donc, voilà. D'accord. J'espère, Monsieur Je ne Humbadi. sais pas si j'ai répondu à ta question.
D'accord. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé, Monsieur Hungadi. Mais également, à partir de cette question, il y a une autre que je voudrais vous poser. Dites-nous, en fait, quelle est la réaction de la France, des États-Unis vis-à-vis des abus des droits de l'homme au Djibouti, en fait? Ben, écoutez, le régime djiboutien a toujours essayé de prospérer sous l'ombre, ou plutôt sous l'œil protectrice de la France, parce qu'à partir du moment où Ismaël Omar Guelleh sert effectivement leurs intérêts, il n'y a pas de souci, on ferme un tout petit peu les yeux, et le droit de l'homme, on dit, bon voilà, tant pis, ce sont des principes que nous devons jeter à la poubelle, tout quoi. Donc cela ne marche pas. La preuve, même un juge français a été assassiné, et donc à partir du moment où tous ces petits États, on va dire africains, où tous ces chefs d'État africains servent leurs intérêts, ils ne sont pas très regardants sur tout ce qui est le droit de l'homme. D'accord. Voilà. D'accord. D'ailleurs, effectivement, l'ambassadeur français sur place a été un des premiers à devoir intervenir effectivement sur les chaînes de Radio Djibouti pour dire que les élections s'étaient très très bien déroulées. Et pour essayer de raconter de telles choses, il faut vraiment être frappé de cécité ou quoi. La France a toujours apporté un soutien, on va dire, indéfectible au régime djiboutien. Et ça, effectivement, c'est triste. Dans ce cas, alors, Monsieur Oumed, quelles sont vos entreprises qui vont dans ce sens? Qu'est-ce que vous faites pour je ne sais pas, ouvrir les yeux à la communauté internationale ou plutôt... écoutez, je suis obligé effectivement de faire le maximum de diffusion. Je suis obligé de m'appuyer sur la diaspora djiboutienne. Je suis obligé en même temps de faire en sorte effectivement que toutes les procédures soient mises en place. Il y a une chose effectivement qui me reste, c'est de harceler le maximum et le plus longtemps possible effectivement le président djiboutien ou quoi. Donc et puis et d'écrire également donc une lettre au président de la République française, François Hollande, qui est un camarade parce que bon voilà, c'est un socialiste et que les socialistes effectivement n'ont jamais apprécié effectivement tout ce qui est susceptible de porter atteinte à l'intégrité à la fois physique, morale et psychologique. Bon, ça je pense que vous le dites sûrement parce que vous êtes également socialiste, mais l'histoire semble vous trahir un tout petit peu, si je n'étais au cas où je ne me tromperais, parce que si je me rappelle très bien, le premier président djiboutien était très ami avec François Mitterrand. Il a même appelé le peuple de Djibouti il a même fait appeler les gens à voter pour François Mitterrand et avait des relations très étroites avec ce dernier. Il avait un support total de François Mitterrand, vice-versa. Il s'agit de monsieur Hassan Abtidon, l'oncle défunt du président Guelleh. Et donc, quand vous dites que le Parti socialiste n'a jamais vraiment toléré l'injustice, les abus, etc., eh bien, il faut voir, parce que avec l'expérience que vous avez avec François Mitterrand dans plusieurs pays africains, il a supporté plus ou moins des régimes qui n'étaient pas tout à fait propres en matière de droits de l'homme, de respect des peuples. Et je pense, je ne sais pas, c'est une opinion, ce n'est pas une question, mais je pense personnellement que quand il est question des pays africains, des intérêts de la France, je pense que les intérêts, bien sûr, passent avant les droits de l'homme. C'est ce que j'ai l'impression de... C'est ce que je pense. Écoutez, oui, on pourrait avoir effectivement cette grille de lecture. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Il ne faudrait pas oublier que François Mitterrand, au moment de son arrivée au pouvoir, effectivement, ne pouvait pas tout gérer, d'autant plus qu'il a subi la cohabitation. Il y a qu'à voir effectivement une vidéo où il est avec le président Thomas Sankara, dans lequel effectivement il le remercie pour sa sincérité, et on sait très bien que Sankara a quand même été assassiné par la cellule africaine de l'Élysée, mise en place par Jacques Chirac. Au contraire, moi je sais qu'à propos en tout cas du régime djiboutien, ils n'ont jamais apprécié la gauche, ils n'ont jamais apprécié le Parti socialiste, ils ont toujours été de mèche effectivement donc avec la droite. Et je suis sûr que François Hollande va tout faire pour rompre effectivement
avec la France-Afrique. Et quand bien même il y a des intérêts stratégiques ou géostratégiques, je pense qu'il est quand même urgent que mon parti ne prenne pas effectivement le risque de toujours apporter un soutien aveugle effectivement à ces dictateurs. D'ailleurs, effectivement, je l'avais rencontré à Metz et il m'avait promis que cette France-Afrique effectivement n'allait plus durer et qu'il allait mettre fin. Vous savez, avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, nous avons eu les mêmes promesses, mais malheureusement, il ne les a pas tenues. Mais donc, dites-nous, et si François Hollande ne tenait pas à ses promesses, et si la France-Afrique ne disparaît pas, qu'est-ce que vous, en tant que citoyen français et citoyen djiboutien et donc africain, qu'est-ce que vous ferez? Ben écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais moi, je pourrais toujours me battre, effectivement, à un niveau individuel, à un niveau collectif, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que j'ai pris des contacts, en particulier avec des avocats, mais aussi avec ceux qui avaient à l'époque organisé la traque des nazis, le père d'Arnaud Klarsfeld, M. Serge Klarsfeld, qui m'a donc apporté un soutien indéfectible. On va se battre, quoi. On va se battre et je suis sûr que tôt ou tard, effectivement, la vérité va quand même éclater et qu'on ne peut pas accepter, effectivement, de subir éternellement une espèce de dictature parce que une dictature ne comprend en réalité que le langage de rapport de force, quoi. Donc on va tout faire Mais pour se battre parce qu'il y a quand même une différence entre, encore une fois, agir et ne pas agir. D'accord. Mais plutôt, vous avez mentionné la diaspora djiboutienne. Quel rôle pensez-vous que la diaspora djiboutienne joue dans cette activité politique qui vous espérez conduira à l'arrestation de Monsieur Guelleh? Est-ce que vous avez le soutien de vos compatriotes dans la diaspora, dans cette affaire de plainte que vous avez déposée contre le président de Djibouti? Oui. Ben, écoutez, là, il n'arrête pas de m'appeler en masse. Donc, il me félicite parce que c'est quand même une première. Et puis, ils sont tous très, très contents. Donc, à la fois au niveau des réseaux sociaux, à la fois les coups de fil, ils m'encouragent. Et heureusement qu'ils m'encouragent parce que ce n'est pas facile de faire face à une dictature qui est très armée et qui peuvent effectivement s'en prendre à la fois à vous, à votre famille ou quoi. D'accord. Mais je voudrais également en profiter. Oui. Je voudrais profiter pour vous poser une question. En fait, dans votre plainte, vous avez cité des centaines de citoyens qui auraient été assassinés par le président Guelleh. Comment est-ce que vous êtes procédé pour avoir ces noms, ces informations, cette liste? Et comment pourrez-vous justifier en fait que la mort de ces derniers ont été occasionnés par le régime de M. Guelleh? Ben écoutez, c'est très simple. Donc, il y a des travaux qui ont été faits. Et puis, heureusement que en 1993, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing avait réagi contre les massacres des Afars. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et la Ligue effectivement des droits de l'homme, fondée par le défunt Jean-Paul Noël Abdi, ont fait également des travaux qui sont tout à fait disponibles, sans oublier que les victimes effectivement sont vivantes, leurs proches effectivement sont là, et surtout nous avons les noms et les prénoms des gens assassinés. Donc il y a tous les témoins, et donc à propos effectivement des assassinats politiques de Gadaboursi, il y a encore effectivement la preuve par la lettre de l'océan Indien qui disait qu'à l'époque la gendarmerie française ne voulait plus collaborer avec la gendarmerie djiboutienne jusqu'au départ du colonel Hoche, qui était le chef d'état-major de la gendarmerie. Donc, tout cela, je pense, relève de la notoriété publique. Et il ne faut pas oublier que les anciens tortionnaires, aujourd'hui civils ou encore effectivement des officiers militaires, travaillent à Djibouti ou sont devenus des réfugiés politiques en Europe, au Canada, aux États-Unis. On les connaît tous. D'accord. Et moi, bon, en tant que tel, non seulement j'ai vécu le massacre d'Ariba,
Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je connais des personnalités politiques qui ont été torturées. Je vous en citerai que 3. L'ancien ministre de la Défense, Ougouré Tiflé, un autre monsieur qui s'appelle Jean-Marie, qui est le président du FRUD, et qui était également ancien ministre de la Santé. Effectivement, le troisième, c'est monsieur Ahmed Ali Sinai, qui est ministre de la Coopération internationale, qui a été un collègue, puisque j'étais professeur effectivement de philosophie à Djibouti, qui a quitté Djibouti dans des circonstances, on va dire, traumatisantes, parce que j'ai été viré de l'enseignement pour avoir donné un 420 à la fille du président djiboutien, avec une voiture qui a été brûlée, et tout, quoi. Donc, sans oublier l'écrivain Ali Kouba, qui est opposant politique franco-djiboutien, mais tous ces gens-là ont subi des tortures, quoi. Donc, c'est pas quelque chose, effectivement, que j'ai dit au pif, ou quoi. Il y a des preuves, il y a tous les témoins, et des excellents travaux ont été faits par un intellectuel qui s'appelle Hassan Belga. Voilà. Donc nous avons des preuves effectivement tout à fait très suffisantes, et Kassim Ahmed Bini, le fils de l'ancien président effectivement du FRUD, a fait des travaux remarquables, et d'ailleurs effectivement il a dressé toutes les listes de victimes d'Ariba et tout ça en collaboration avec M. Hassan Belga. Et qu'en est-il des partis politiques de l'opposition qui sont présentement au Djibouti? Vous m'aviez dit quoi? Qu'en est-il des partis politiques de l'opposition qui sont au Djibouti? Aujourd'hui, effectivement, il y a quand même un bon nombre effectivement de partis légalisés ou pas légalisés, mais qui sont regroupés sous le nom de l'USN, d'accord, l'Union pour le Salut National, et qui se battent effectivement, mais le problème c'est que tous leurs membres sont emprisonnés, donc il y a à peu près 5 000 à 6 000 membres de l'USN qui sont emprisonnés, qui sont bâillonnés, qui sont torturés, qui sont virés qui sont virés de leurs emplois, parce que tout simplement Ismaël Omar Guelleh ne peut pas accepter effectivement qu'on s'oppose à lui. D'accord. Voilà. Mais vous savez, nous avons parlé de la politique du Djibouti en relation avec les pays occidentaux, etc. Mais il y a un angle que nous n'avons pas encore couvert, c'est celle des relations entre Djibouti et les autres pays africains. Pensez-vous que M. Guelleh est toujours au pouvoir, surtout parce qu'il bénéficie également du soutien de ses confrères en Afrique? Oui, parce que en réalité, comme la plupart des régimes africains sont des régimes liberticides, antidémocratiques, ils profitent effectivement du soutien des pays d'Afrique, en particulier de l'Éthiopie, qui a récemment expulsé les opposants qui sont venus donc juste assister ou plutôt soumettre effectivement un certain nombre de doléances à l'Union donc africaine. L'Éthiopie non seulement les a emprisonnés, mais les a rapatriés illico presso vers Djibouti. Voilà. Donc le Yémen également fait la même chose, parce que le seul témoin de l'affaire de l'assassinat du juge Borrell est aujourd'hui impérativement bloqué donc au niveau du Yémen, sur ordre effectivement du président de Djibouti. D'ailleurs, Mohamed Saleh Al-Mekani a failli être assassiné, parce que c'est quand même effectivement le mot assassinat, c'est ce qui fait un tout petit peu la singularité, l'originalité de M. Ismaël Omar Guelleh. Ça fait partie de son lot, ça fait partie de son champ existentiel et de son destin dans le monde. Donc, il bénéficie à la fois des soutiens des pays africains, mais aussi des pays arabes. Ne l'oublions pas,
qui lui donne effectivement tout afin qu'il puisse effectivement survivre, quoi, parce que le Yémen l'aide, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite, quoi, oui. Donc, si je comprends bien, M. Guelleh bénéficie du soutien des Africains, des Arabes, des Occidentaux, en quelque sorte, du soutien, on peut dire, du soutien du monde. Et donc, il semble que le peuple djiboutien est laissé à lui-même, si je comprends bien. Mais dans ce cas, en fait, dites-nous, Monsieur Oumed, est-ce que vous entreprenez, je ne sais pas, agrandir en fait votre mouvement, vos actions à d'autres Africains dans la diaspora? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez... Ben oui, alors on essaie de mener une très grande campagne de sensibilisation auprès des autres Africains. Par exemple, là, nous allons protester contre la venue du président autoproclamé avec effectivement les autres Africains. On doit tous effectivement se retrouver le 6 décembre, le 7 ainsi que le 8 à Paris pour dire non au sommet de la honte, quoi. Parce que ça, on ne peut pas donc accepter. Et donc, nous allons tous effectivement nous mobiliser. Et notre salut réside effectivement dans l'information. Il faudrait que le monde entier sache tout ce qui se passe à Djibouti. Il faudrait que le monde entier sache qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter de dictateurs en Afrique. Il faudrait que le monde entier sache que l'Africain a lui aussi droit aux conditions d'un bien-être minimum. Et cela, je pense qu'il faudrait qu'on sensibilise effectivement le peuple français, le peuple européen, le peuple américain, parce que l'Afrique doit cesser d'être le lieu de l'insécurité et de la violence. Alors, mon avant-dernière question, avant la clôture, c'est, comme le diraient d'autres personnes, pourquoi ne pas plutôt sensibiliser et renforcer les populations africaines plutôt que de chercher à sensibiliser et renforcer les populations européennes et américaines pour que ce soit eux qui voient avec leurs dirigeants comment est-ce qu'ils pourraient ramollir leur relation avec l'Afrique et les dirigeants despotiques. Pourquoi ne pas plutôt renforcer les Africains afin qu'ils puissent prendre eux-mêmes leur destin en main? Vous savez, en théorie, effectivement, c'est très facile de dire. On peut également essayer de sensibiliser les populations africaines, tout, mais très franchement, lorsque un individu ne dépasse pas la sphère effectivement du besoin, il ne pense pas à faire effectivement la révolution. Vous voyez, à Djibouti, le Djiboutien moyen ne mange pas à sa faim, il n'a pas le nécessaire, il n'a pas le minimum. D'un côté, on a le grand luxe, de l'autre, on a une misère extrême. Le régime d'Ismaël Omar Guelleh ou le régime africain, c'est la carotte ou le bâton. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas facile. Et donc aujourd'hui, le contexte international face effectivement n'est plus favorable au renversement des régimes par les armes. Bon, moi en tant que philosophe, effectivement, j'ai toujours été contre la violence. J'ai toujours été contre la violence, mais la seule façon effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dictature, c'est aussi de sensibiliser le monde occidental qui apporte quand même un soutien indéfectible, qui leur donne effectivement des armes et qui leur donne les moyens de survie. Voilà. Mais vous voyez, on va toujours faire également ce travail avec la diaspora, avec le peuple africain. Tout cela va ensemble. Il est vrai que l'Occident, à lui seul, effectivement, ne pourrait pas venir nous aider pour nous libérer du joug de la dictature. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait le printemps arabe. Voilà. Le printemps africain, vous voulez dire? Le printemps africain qui ressemble au printemps arabe. Le printemps africain. Le printemps africain. Et le printemps africain, il est tout près. Ben, je pense que
Étant donné que je n'aime pas trop le printemps, je préférerais plutôt l'été africain. Et bien, sur cette note, nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui, monsieur Ibrahim Oumed. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Le temps qui nous a été apati est arrivé à sa fin. Ce fut une émission très intéressante. Nous espérons quand même avoir l'opportunité d'avoir plus d'informations sur l'évolution de votre plainte déposée contre le président djiboutien. Et nous espérons qu'un jour, à Djibouti, ce ne sera plus Djibouti, silence on tue, mais Djibouti, silence on vit, Djibouti, silence on prospère, ou Djibouti, silence, gloire, etc. Nous espérons que ce sera dans des situations moins déprimantes, plus intéressantes, plus victorieuses, que nous aurons l'opportunité de vous parler prochainement. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le dimanche prochain, nous serons en compagnie des activistes du Madagascar qui nous parleront du deuxième tour des élections présidentielles au Madagascar qui auront lieu le 8 décembre. Le premier tour a eu lieu en novembre dernier et le président sortant est en tête de liste. Donc nous espérons que vous serez au rendez-vous, vous honorerez le rendez-vous et que nous pourrons vous retrouver pour discuter plus amplement de la politique de cet autre pays qui se trouve dans l'océan Indien, le Madagascar. Alors merci beaucoup, bon dimanche chez vous et à la semaine prochaine. Au revoir Farida. Merci infiniment à vous, Madame Farida Nabourema. Merci beaucoup encore, Monsieur Oumed. À la prochaine. Ok, à une prochaine.